Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous traversez une tempête intérieure. Une de ces tempêtes où votre cœur et votre raison se livrent une guerre sans merci. On grandit tous avec des récits romanesques qui nous répètent en boucle que l'amour suffit, que l'amour triomphe de tout, ou que les passions les plus dévorantes sont les plus pures. Mais il y a un tabou dont la psychologie parle encore trop peu dans la culture populaire. L'amour et la toxicité ne s'excluent pas. On peut aimer quelqu'un de toutes ses forces, de manière sincère et viscérale, tout en vivant au sein d'une relation profondément destructrice. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de décortiquer cette illusion. Pourquoi l'amour ne préserve-t-il pas du poison relationnel ? Comment se fait-il que plus on aime, plus on s'enlise parfois dans la souffrance ? Pour comprendre la toxicité d'une relation amoureuse, il faut d'abord opérer une distinction fondamentale, presque chirurgicale. L'amour est un sentiment, alors que le couple est un système. L'amour, c'est un sentiment, c'est une réaction chimique, neurobiologique, affective. C'est ce qui fait battre votre cœur, ce qui crée ce sentiment d'attachement, ce désir de proximité, cette chaleur. Le système relationnel, lui, c'est l'architecture que vous construisez à deux. C'est la façon dont vous communiquez, dont vous gérez les désaccords, la manière dont vous respectez les limites de l'autre et la sécurité que vous vous apportez dans le quotidien. Le piège majeur survient quand on utilise la qualité du sentiment pour évaluer la santé du système. On se dit, puisque nous nous aimons si fort, ce qui se passe entre nous ne peut pas être mauvais. C'est là que s'installe l'illusion de l'amour panacée. On transforme le sentiment en une excuse permanente. Le silence punitif qui dure 3 jours, c'est parce qu'il souffre trop d'aimer. La fuite face à l'engagement ou aux explications, c'est parce qu'elle a peur de la puissance de nos sentiments. Les paroles cassantes ou les accusations injustes, c'est la preuve de notre passion. L'amour devient alors un bouclier tragique. Il sert à justifier, tolérer et pardonner des comportements qui, dans n'importe quel autre contexte, seraient considérés comme de l'irrespect ou de la manipulation. Mais allons un cran plus loin. Pourquoi 2 personnes qui s'aiment en arrivent-elles à se déchirer ? La réponse se trouve souvent dans ce que la psychologie nomme des styles d'attachement de la réactivation de nos blessures d'enfance. Imaginez la rencontre entre 2 profils très fréquents dans les relations passionnelles et toxiques. D'un côté, une personne au style d'attachement anxieux. Elle a une peur viscérale de l'abandon ou du rejet. Pour elle, la sécurité passe par la fusion, l'épreuve d'amour constante, la présence, la clarté. Dès que l'autre prend de la distance, son système nerveux entre en alerte rouge. De l'autre côté, une personne au style d'attachement évitant ou très insécure. Pour elle, l'intimité émotionnelle est perçue inconsciemment comme une menace de suffocation. Quand la relation devient trop intense, sa stratégie de survie est le retrait, le silence, le masque de la froideur ou la fuite. Quand ces 2 univers se croisent, l'intensité est immédiate. Mais très vite, la danse devient macabre. Plus l'un cherche à se rapprocher pour se rassurer, plus l'autre se sent étouffé et fuit. Plus l'autre fuit, plus le premier panique et devient pressant, parfois explosif. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une guerre de système nerveux en détresse. Mais au lieu de se rassurer, les 2 partenaires réactivent mutuellement leur pire traumatisme. Il y a une question lancinante que se posent toutes les personnes piégées dans ce type de relation, ou que leur entourage leur pose souvent brutalement. Si c'est si toxique, pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? Pour répondre à ça, il ne faut pas regarder du côté de la faiblesse de caractère, mais du côté de la chimie du cerveau. Une relation amoureuse et toxique ne ressemble jamais à un enfer linéaire à 100%. Si elle l'était, tout le monde partirait immédiatement. Elle fonctionne sur le principe du renforcement intermittent. C'est le même mécanisme psychologique qui rend les joueurs accros aux machines à sous. La relation alterne entre des bas abyssaux,
silence, rejet, crise, sentiment d'injustice, d'invisibilité, et des hauts vertigineux, des réconciliations passionnelles, des déclarations enflammées, des moments d'une grâce et d'une intensité rare où on a l'impression d'être enfin compris. Sur le plan neurobiologique, vivre cette instabilité plonge notre cerveau dans un état de stress chronique. Et quand survient l'accalmie, quand l'autre revient, répond enfin ou pose un geste tendre, votre cerveau libère une dose massive de dopamine et d'ocytocine. Le soulagement est si puissant qu'il crée une dépendance physiologique. Vous ne restez plus seulement par amour pour la personne réelle en face de vous, vous restez accroché à l'espoir du prochain haut, prêt à payer un coût émotionnel dévastateur pendant les traversées du désert. Un autre engrenage redoutable dans ces histoires est la transformation de l'amour en une mission thérapeutique. Quand vous aimez quelqu'un qui porte une lourde souffrance, un passé traumatique, des troubles psychiques, une instabilité émotionnelle ou des dépendances, votre amour peut inconsciemment glisser vers la codépendance. On se répète des phrases comme « Je suis la seule personne qui la comprend vraiment ». Derrière ces mécanismes de défense, je vois sa belle âme. Ou si je suis patient, assez aimant, je finirai par panser ses plaies. Mais l'amour n'a jamais été un traitement médical. Vous ne pouvez pas soigner une personne qui n'a pas décidé d'entreprendre son propre chemin de guérison. Dans ce glissement, la relation devient profondément asymétrique. Vous devenez l'éponge émotionnelle de l'autre, vous excusez l'inexcusable au nom de sa fragilité. Vous absorbez la colère, le déni, la lâcheté ou le rejet en vous disant que c'est sa maladie ou son passé qui parle, et non pas sa véritable nature. Ce faisant, vous vous videz de votre propre substance, vous brûlez votre propre maison pour garder l'autre au chaud. Le niveau ultime de la toxicité dans un lien amoureux, c'est lorsqu'il s'attaque à votre propre réalité et à votre estime de vous-même. À force de vouloir maintenir la relation coûte que coûte, vous commencez à faire de minuscules concessions, puis de plus grandes. Vous baissez vos exigences de respect, vous acceptez des compromis qui détruisent vos valeurs. Et quand vous tentez d'exprimer votre douleur ou d'exiger de la clarté, la réponse en face est souvent le déni, le renversement de responsabilité ou le silence. On vous fait passer pour la personne trop exigeante, trop intense, dépendante ou hystérique. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Votre intuition vous crie ce que vous vivez est injuste et destructeur, mais votre attachement vous pousse à douter de votre propre perception. Vous finissez par vous demander « Est-ce que c'est moi qui gâche tout ? Est-ce que c'est moi le problème ?» C'est là que le piège se referme. Quand un amour vous amène à douter de votre propre valeur, de votre innocence et de votre santé mentale, il a cessé d'être un sentiment noble. Il est devenu une prison. S'extirper d'une relation toxique où l'amour est encore présent est peut-être l'épreuve émotionnelle la plus difficile qu'un être humain puisse traverser. Pourquoi ? Parce que cela exige de briser le plus grand mythe de notre vie affective, l'idée qu'on ne doit pas quitter quelqu'un lorsque l'on ne l'aime plus. La réalité, c'est que la décision la plus courageuse que vous aurez parfois à prendre consiste à regarder une personne que vous aimez du plus profond de votre âme et de vous dire « Je t'aime, mais la façon dont nous fonctionnons ensemble est en train de me détruire et je refuse de me sacrifier sur l'autel de notre histoire. » La paix, la sécurité, la réciprocité et le respect ne sont pas des options négociables ou des bonus dans une relation. Ce sont des fondations indispensables. Si un lien exige que vous vous abandonniez votre dignité, votre santé mentale ou votre réalité pour exister, alors ce n'est pas de l'amour svelte et constructif, c'est une emprise. Partir, couper le contact, poser des limites infranchissables, ce n'est pas trahir l'autre, c'est cesser de se trahir soi-même.